Les foulards aux chevilles, les violences économiques et la Coupe du monde de football. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femmes à part, dans laquelle nous allons aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre, parler de sujets assez éclectiques et différents. Mais c'est ça qui va être sympathique. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens intéressants en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Il n'y a pas de chapitrage, mais sachez que je change l'image d'illustration à chaque fois que je change de sujet. Donc comme ça vous permet de suivre ou d'avancer si jamais un sujet vous intéresse moins qu'un autre. Et également en barre d'infos, évidemment, je vous mets comme d'habitude les liens vers les différents réseaux sociaux de Femmes à part, ainsi que le lien vers la boutique de robes. D'ailleurs, je profite de cette chronique d'actualité pour vous remercier. Vous avez été vraiment très très nombreuses et nombreux à profiter du code promo pour l'anniversaire de la boutique, les 2 ans de la boutique Femmes à part. Merci beaucoup, c'était vraiment un grand succès cette opération. Un petit peu difficile après pour suivre le rythme de préparation des commandes, d'autant plus qu'en fait il fait très froid chez nous en ce moment. Mon entrepôt, comme vous le savez, n'est pas chauffé. Et effectivement, préparer les commandes avec une température avoisinant les 0 degrés, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, j'en suis presque venue à bout à l'heure où je vous parle. Donc c'est l'essentiel, mais à l'heure où vous m'entendrez, c'est sûr que je serai à jour. Mais en tout cas, merci infiniment pour votre soutien. Merci d'être toujours au rendez-vous. Et autre actualité, j'en profite pour vous dire que ceci sera donc la dernière chronique d'actualité de l'année 2022, puisque la semaine prochaine, donc du 26 au 31, il n'y aura pas de publication sur les réseaux sociaux de Femmes à part, ni sur le blog, ni où que ce soit, ni sur YouTube. Et je reviendrai évidemment à la rentrée avec de nouveaux podcasts et de nouvelles chroniques. Alors pour commencer, je voulais partager avec vous ce sujet que j'ai trouvé hilarant, du conte parodique Le Gorafi, qui a quand même de temps en temps des petites pépites. Et là, le titre de la vidéo, c'était « Pour ne plus avoir froid, de plus en plus d'adolescents portent un foulard à la cheville ». J'ai trouvé ça vraiment super drôle. Et en fait, ils expliquent, les jeunes qui sont soi-disant interviewés, puisqu'évidemment c'est une parodie, expliquent qu'évidemment porter des pantalons longs, c'est ringard. Ce qui est à la mode, ce sont les pantalons un peu 3/4, je sais plus comment on dit, 9/10, je crois, donc qui arrivent juste au-dessus de la cheville. Et donc ils disent que par contre, après avoir eu des engelures et je ne sais pas quoi, leur médecin leur a dit, en gros, il faut que vous protégiez votre cheville, sinon la prochaine étape c'est l'amputation. Et donc plutôt que de porter des pantalons longs avec des chaussettes longues en dessous, ils préfèrent rester pieds nus dans leurs baskets, porter des pantalons 9/10 et mettre des petites écharpes autour de leurs chevilles. J'ai trouvé ça vraiment super drôle. Alors bien évidemment, c'est une parodie. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même un fond de vérité en fait dedans, parce que je trouve que parfois certaines personnes effectivement font passer la mode ou le style au-dessus de leur confort, au-dessus du fait de rester bien au chaud ou alors bien au frais en été. D'être confortable dans ses vêtements, de se sentir à l'aise. Ça c'est quelque chose que j'ai répété assez souvent, mais justement on me dit régulièrement « mais comment fais-tu l'hiver en jupe et en robe ?» Mais figurez-vous que on est beaucoup mieux avec une bonne paire de collants, de chaussettes, tout ça dans des bottes bien chaudes et hautes, avec des jupes bien chaudes et un manteau qui descend jusqu'aux genoux. On a bien plus chaud qu'avec un petit jean 9/10, vous voyez, qui laisse apparaître les chevilles. Et pareil, l'été, on est beaucoup mieux en robe qu'à porter un legging ou un jean serré qui nous tient super chaud, et qui nous étouffe. Bon bref, je vous mettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse, mais j'ai trouvé que ça soulevait quand même certes c'est parodique, c'est pour rire, mais ça soulève quand même un sujet que je trouve important par rapport à la mode, au style, au confort, etc. Donc je tenais à partager cette vidéo avec vous. Je vous la mettrai en barre d'infos. Deuxième vidéo que je vous mettrai en barre d'infos, c'est ce sermon de Monsieur l'abbé Framand du 11 décembre. Merci à celle qui m'a envoyé cet extrait. Cet extrait s'intitule « Ponctuel, endimanché et recueilli ». Ou c'est peut-être le sermon en entier d'ailleurs, je ne sais pas. Bref, ça dure 10 minutes. Il y a des petits rappels essentiels tels que le fait d'arriver à l'heure à la messe, le fait de s'endimancher, c'est évidemment la partie qui nous intéresse le plus, et vraiment des rappels salutaires, peut-être évidents ou assez simples pour certains,
mais je trouve ça important de le répéter, d'autant plus quand c'est en chair, quand ce sont les prêtres qui le font, quand c'est fait avec beaucoup de douceur, de bon sens et de tact, comme là c'était le cas, et également certains rappels ont été faits par rapport à la tenue des hommes, donc je trouve ça très bien. Alors non pas parce que je suis égalitariste et si on parle de la décence féminine, il faut parler de la décence masculine. C'est pas tellement dans cet état d'esprit, mais je pense que déjà d'un point de vue totalement évident, il y a malheureusement beaucoup de dérives sur la mode masculine à l'heure actuelle et d'autant plus dans les églises. Enfin, je veux dire, l'été, parfois on voit des hommes en short ou en bermuda, en petit polo manche courte, en espadrille. Enfin, c'est pas du tout une tenue pour assister à la messe ni pour entrer dans une église d'ailleurs. Donc évidemment, il y a des choses à rappeler aux hommes aussi. Et puis pourquoi pas, si ça permet un petit peu de détourner un petit peu l'attention parce qu'on sait combien c'est un sujet qui rend les femmes un peu sensibles et susceptibles. Pourquoi pas, si on peut justement, pour éviter d'être toujours en train de les regarder elles, enfin qu'elles n'aient pas cette impression d'être un peu trop visées. Bon voilà, pourquoi pas faire des rappels aux dames, faire des rappels aux messieurs. Comme ça passe peut-être mieux, je ne sais pas. À mon avis, les hommes se vexent un peu moins facilement sur ce sujet-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de vous reparler de ce sermon, enfin de vous en parler plutôt, et de vous mettre le lien en barre d'information. Je pense que ça vous intéressera. En parlant justement un petit peu des absurdités de la mode, comme les foulards pour les chevilles. Cet article du Figaro, de Madame Figaro, m'a interpellée également par son titre qui est toujours « En 2022, le soutien-gorge est le nouveau t-shirt ». Déjà, phrase très logique. Donc bon, l'article explique que d'ailleurs avec l'influence, sous l'égide des influenceuses et de certaines célébrités, dans de plus en plus d'événements ou sur leurs photos, etc. On voit donc de plus en plus de personnes qui, pour s'habiller pour une soirée, un événement, un lancement ou autre, se choisissent en fait comme tenue de mettre un soutien-gorge et par-dessus une veste, d'ailleurs très masculine, qu'elles vont porter ouverte et donc évidemment montrer leur soutien-gorge quoi. Et donc au-delà du fait que le soutien-gorge est le nouveau t-shirt, non, en fait, ça va pas dans la même phrase, ça. Un soutien-gorge, c'est un sous-vêtement qui doit rester caché, qui ne doit pas se voir, ni les bretelles, ni autre chose. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est juste après, dans une phrase qui a été mise en exergue. Je vous mettrai le lien de l'article, si vous voulez le lire en entier. Une phrase mise en exergue. Montrer des parties de soi n'est désormais plus synonyme d'un rapport avec l'autre. On est dans une relation à soi, intimement liée à une quête plus générale de liberté. Et vous voyez, dans ces deux phrases, on retrouve toute l'idéologie, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais si, toute l'idéologie actuelle qu'on a. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc il y a la liberté qui est mentionnée, bien sûr. Il y a la relation à soi. Mais là, vous voyez, quand on le dit, c'est vraiment, et justement par rapport à cet article, c'est vraiment dans le sens... En fait, ce qui compte, c'est ma relation de moi-même à moi-même. C'est comment moi je me sens, comment moi je me perçois. Si moi je suis bien, c'est tout ce qui compte. Et vous voyez, montrer des parties de soi n'est désormais plus synonyme d'un rapport avec l'autre. Donc sous-entendu, ce n'est pas pour l'autre que je me déshabille, que je me dévoile, que je mets un soutien-gorge apparent, etc. C'est pour moi et re-moi. Donc on voit aussi le narcissisme de notre époque, déjà qui est très mauvais et qui est fomenté aussi par les réseaux sociaux, mais qui est aussi une très bonne excuse pour ne prendre aucune responsabilité et faire ce qu'on veut, notamment dans le domaine vestimentaire, ce qui est assez drôle ou ironique, entre guillemets, c'est qu'en fait, quoi que vous disiez et quoi que vous vouliez, en fait, si le vêtement sera toujours synonyme d'un rapport, pas forcément le fait de montrer son soutien-gorge, mais en tout cas, le vêtement dans son ensemble, dans sa généralité, qu'on se couvre, qu'on se découvre, etc., aura toujours un rapport avec l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est le seul rapport, ça ne veut pas dire que c'est uniquement pour l'autre que nous nous habillons de façon très consciente, pas du tout, ça j'en ai déjà parlé dans beaucoup de podcasts, mais en tout cas, c'est une des composantes de la tenue vestimentaire et on ne peut pas l'ignorer parce que nous vivons en société et c'est ainsi. Peut-être qu'un jour,
si nous sommes vraiment dans une société très uniformisée, c'est-à-dire que vraiment, ça me fait un peu penser au film The Island, où justement c'est un peu comme tous ces clones qui vivent sous le même toit, etc. Ils sont tous vêtus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je crois qu'ils sont tous comme dans des espèces de combinaisons blanches ou je sais pas quoi. Bon, imaginons qu'un jour on vive dans un monde un petit peu aseptisé, où on porte tous la même combinaison blanche par exemple. Je pense qu'effectivement à ce moment-là on pourra peut-être dire que le vêtement n'a plus grand chose à voir avec notre rapport avec l'autre, puisque en fait là pour le coup on est vraiment tous pareils, enfin ça va rien changer. Mais bon, et encore que, bon, il pourrait encore y avoir d'autres conséquences derrière, mais bon, en tout cas, à l'heure actuelle, vraiment, je vous assure que oui, il y a cette composante d'autrui, du prochain, qu'il faut prendre en compte, bien évidemment. Sans aller non plus, on ne s'habille pas que pour l'autre, hein, bien sûr, mais en tout cas c'est une dimension qui existe objectivement, c'est du simple bon sens. Et pour rebondir un petit peu sur cette notion justement de liberté, et comme je vous disais, de choix, et de dire on est dans une relation à soi, intimement liée à une quête plus générale de liberté, et bien ça rejoint exactement cette phrase de Iris Mittenard. Si vous ne la connaissez pas, c'est une ancienne Miss France et Miss Univers. Je ne sais pas si elle, donc c'est une citation d'elle, je ne sais pas si elle l'a dit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Je pense qu'elle répond à quelqu'un, certainement un homme, qui lui a fait un commentaire sur une de ses tenues, probablement une tenue trop courte, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Et elle dit « Pardon, t'es qui ? Un mec qui me dit comment m'habiller ?» Donc déjà, sous-entendu, tu es un homme, tu n'as pas à dire quoi que ce soit à quelque femme que ce soit sur sa tenue vestimentaire, en fait. Déjà, du fait d'être un homme, tu es disqualifié. Ceci dit, j'ajouterai comme commentaire qu'il me semble à l'heure actuelle que même si une femme ose faire un commentaire sur la tenue vestimentaire d'une autre femme, il me semble qu'à moins que ce commentaire soit un compliment, ou un encouragement à s'habiller comme elle le fait déjà, il me semble que toute critique, réserve, etc., même émise avec la plus grande bienveillance et gentillesse, ne sera jamais bien accueillie. C'est-à-dire, si vous n'allez pas dans le sens d'une femme, bah si vous êtes un homme, c'est facile, vous êtes un homme, donc vous avez tort, elle n'a pas à vous écouter, tant pis pour vous. Et puis si vous êtes une femme, bon, elle vous écoute dans la limite de ce qui l'arrange. Et puis si c'est une critique, voilà. Et donc la suite de sa citation, donc pardon, t'es qui ? Un mec qui me dit comment m'habiller. J'essaye de faire un ton indigné. Et oui, même si j'avais envie de mettre un maillot de bain avec une veste, ce serait ok parce que ce serait mon choix. Donc d'ailleurs ça reprend, donc c'était peut-être, non je sais pas si c'était trop court ou pas cette histoire, mais bon elle mentionne l'exemple du maillot de bain sous la veste, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant avec l'histoire du soutien-gorge sous la veste. Et donc elle dit en gros quoi que je porte c'est ok parce que c'est mon choix. Mais vous imaginez si on applique, en fait il suffit d'appliquer ce raisonnement à n'importe quelle autre situation pour lui montrer qu'en fait c'est idiot comme raisonnement et ça ne tient pas la route. Enfin, il faut juste un minimum de bon sens pour se rendre compte que ça n'est pas un argument. Alors, elle donnerait d'autres arguments. À la limite, peut-être qu'il serait plus logique, mais se défendre avec un tel argument, je trouve ça vraiment idiot parce que ça n'a ni queue ni tête le fait de dire en fait c'est ok parce que c'est mon choix, mais enfin là je sors de chez moi. Je vais aller, je sais pas, tuer le chien du voisin parce qu'il a un peu trop aboyé, ou crever les pneus de mon voisin parce qu'il a fait un peu trop de bruit ce matin quand il est parti à 6h30 avec sa voiture. Mais en fait, c'est ok, c'est mon choix. Puis en plus, il m'a dérangé, donc c'est d'autant plus ok. J'ai vraiment la conscience tranquille de le faire. Non mais franchement, mais où va-t-on quoi ? Non, ça fonctionne pas comme ça dans la vie. C'est comme si je dis dans le métro en fait il y a une femme enceinte qui rentre mais moi je reste assise, je veux pas laisser ma place, mais en fait c'est ok parce que c'est mon choix et je le décide en pleine conscience. J'ai décidé pour diverses raisons qu'en fait elle avait qu'à rester debout. Le dictaphone s'est interrompu parce que j'ai quelqu'un qui a essayé de m'appeler, mais je pense que vous avez compris l'idée par rapport à cet argument totalement fallacieux et inutile, mais que malheureusement on entend de plus en plus pour beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Et ça c'est vraiment caractéristique de la société actuelle qui ne comprend rien aux mots de liberté, de choix,
et même d'impact de tenue vestimentaire, tout simplement. Autre sujet qui revient assez souvent, je vous parlerai du foot après, mais vous inquiétez pas, ça vous intéressera. Les violences, ça c'est pareil, c'est encore un concept, je vous en avais déjà parlé, mais je trouve que c'est vraiment un concept. Les violences faites aux femmes, alors déjà peut-être ça vous choque que je dise concept, mais vous allez vite comprendre, je ne les nie pas. Hein. Mais en fait, c'est un concept qu'on applique à tellement toutes les réalités possibles et imaginables, que finalement justement je trouve que la réalité va en pâtir. Je crois que je vous en avais déjà parlé par rapport aux violences sexuelles notamment. Très souvent on parle de viol, mais pour des choses mais en fait qui n'en sont pas, enfin ne serait-ce que d'après la définition officielle de la loi française. Très souvent on parle d'agression, de violence, etc. mais dans des cas où en fait, je vais pas dire il y a rien, mais en fait quasiment rien. Et en fait on met, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que ce n'est pas mal, hein. Mais ce que je veux dire c'est qu'on met tout déjà sur le même plan, on met déjà plusieurs réalités différentes sur le même plan, ce qui est déjà assez grave, mais en plus on les met toutes derrière le même mot. Ce qui va faire qu'en fait, enfin selon moi, après vous me dites ce que vous en pensez, mais du coup ça va tout discréditer, je trouve. Même les pauvres femmes hein, qui subissent de vraies violences assez graves, bon à la fin, je vais pas dire qu'on les croit plus, mais en fait on met tellement ce mot derrière tout et n'importe quoi. Moi vous savez quand je vois, je sais pas, parfois on voit dans les titres qui passent telle célébrité victime de violence, telle personne qui a subi ça et ceci et cela dans des termes un peu génériques. Et bien en fait, premier réflexe c'est de se dire qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé, parce que moi avant je m'inquiétais pour les gens, je me dis la pauvre et tout, qu'est-ce qu'elle a dû vivre et tout, puis après quand on lit l'article on se rend compte qu'en fait il y a quelqu'un qui lui a jeté un mauvais regard dans le métro quoi. Enfin je dis pas que c'est agréable mais bon voilà, il y a quand même une différence entre ça et se faire agresser réellement quoi. Bref. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un article de Mademoiselle dont le titre m'a beaucoup interpellée puisqu'il s'intitulait Couple et argent, les violences économiques, des violences du quotidien difficiles à identifier. Bon, déjà difficile à identifier, on se demande pourquoi. Bon, je vous mettrai l'article si jamais vous voulez le lire en entier. Il y a des petites choses que j'ai trouvées intéressantes parce qu'en fait, comme d'habitude, on va prendre un concept de violence. On met la violence partout, comme d'habitude, hein, à l'encontre des femmes. Le début de l'article, évidemment, laisse sous-entendre donc un tabou qui, cumulé aux violences systémiques perpétrées par les hommes et subies par les femmes, peut donner lieu à des situations violentes au sein du couple. Vous avez vu, hein, cumulé aussi, enfin vous avez entendu plutôt, cumulé aux violences systémiques perpétrées par les hommes et subies par les femmes. Vous voyez, faut vraiment insister, hein, si c'est perpétré par les hommes, c'est que c'est subi par les femmes, hein, faut vraiment bien le noter. Donc on insiste, c'est tabou, c'est difficile, et comme d'habitude, en fait, on va essayer de donner du grain à moudre, j'allais dire aux femmes, et encore une fois, ça va discréditer le sujet, je trouve. Tout est mélangé dans l'article. Il est notamment question, bon, comme je l'avais déjà mentionné, il y a le livre de Lucie, attendez, je vais pas écorcher son nom, la pauvre, Lucie Quillet, je crois, sur l'économie là au sein du couple, comme Lucille Quillet, le prix à payer, je vous en avais déjà parlé dans une chronique, où en gros elle montre combien dans les couples hétérosexuels, c'est la femme qui se fait avoir au niveau économique, etc. Bon, ça évidemment c'est rappelé. Il parle aussi des femmes qui subissent donc ce qu'elles appellent des violences économiques par rapport notamment, en cas de divorce, notamment quand les pères ou ex-maris ne payent pas la pension alimentaire, etc., etc. Ce genre de choses. Ou ne leur facilite pas la vie économique lors de la séparation, ou des femmes qui n'osent pas se séparer parce que justement elles savent que après économiquement ça serait difficile pour elles. Tout ça pour dire que beaucoup de choses sont mélangées, sont mises sur le même plan. Et moi par exemple, vous voyez, un homme qui ne paye pas, je dis pas que c'est bien, un homme qui ne paye pas sa pension alimentaire ou je ne sais pas quoi, mais en fait encore une fois tout est mis sur le même plan, puis on appelle ça des violences économiques, comme si c'est... Je trouve que c'est vraiment utiliser ce mot à tort, à travers, en permanence, et on a l'impression que les femmes sont victimes, donc c'est comme le mot victime, hein. Victime, violence, ce sont les termes qu'on entend tout le temps,
et qui après discrédite un peu enfin même carrément, complètement, les vrais combats. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez le courage de lire l'article. J'ai lu le début, puis après j'ai lu en diagonale, parce que ça m'irritait quelque peu, n'est-ce pas? Mais encore une fois, je trouve ça assez... Ouais, après c'est des jeux de sémantique, hein, mais n'empêche que ça marche assez bien. Mais vous voyez, dès le début de l'article, c'est rappelé, hein, les violences perpétrées par les hommes, subies par les femmes. Hop, point barre, c'est comme ça. Ça ne peut jamais être dans l'autre sens, hein, c'est toujours à sens unique, n'est-ce pas? Avant-dernière actualité, vous l'avez certainement entendu, c'est une professeure de danse de sciences politiques qui a été jugée sexiste par les étudiants et qui a donc été plus ou moins forcée à quitter l'école parce qu'en fait elle refusait d'appeler les danseurs, au lieu de les appeler par les termes de hommes et femmes, il voulait qu'elle les appelle par les termes de leader et follower, donc celui qui mène et celui qui suit, puisque j'imagine que dans les danses, il y en a toujours un qui mène et toujours un qui suit. Et j'ai appris un terme dans cet article que je ne connaissais pas, VSS, c'est l'abréviation pour violences sexistes et sexuelles. Donc les étudiants se sont plaints, etc. On dit que c'était une professeure sexiste et homophobe, qu'elle avait eu des propos déplacés, blablabla. Donc elle s'est fait plus ou moins virer. Non, ils l'ont poussée à démissionner. Je suis une femme, pas une followeuse. Et elle trouve que le fait d'enlever les termes homme et femme, déjà elle parle du délire du wokisme, et elle dit, en fait, elle trouve qu'en fait, leader et follower, ça met un peu une notion de hiérarchie. Et elle dit, moi j'existe en tant que femme, je suis pas juste celle qui va suivre l'autre dans la danse, enfin bref. Et elle conclut son article en disant, je suis désolée mais une femme d'1m50 ne peut pas faire le porté de Patrick Swayze dans Dirty Dancing. Voilà, il suffit de rappeler les choses un petit peu évidentes et physiques qui feront peut-être comprendre qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, n'est-ce pas? Et que le wokisme a ses limites. Dernière actualité, je vous avais dit que je vous parlerais de football. Je suis tombée sur cette publication de Period Studio. Avec 52 buts marqués sous le maillot bleu, Olivier Giroud devient le meilleur buteur de l'équipe de France, 3 petits points, masculine. Car oui, la meilleure buteuse reste à ce jour Eugénie Le Sommet, avec 86 buts marqués. Et donc cette Eugénie, qui doit, donc je suppose, faire partie de l'équipe de football française féminine, j'allais dire féministe, mais féminine, pardon, a publié un petit tweet en disant « Bravo Olivier Giroud, bienvenue au club » avec un petit smiley qui fait un clin d'œil. Ça m'a quand même étonnée parce que je me suis dit, bon voilà, encore les féministes qui font, qui font un peu les rabat-joie et qui essayent de montrer « mais non, c'est nous les plus fortes », etc. Et je me suis dit, il doit y avoir quelque chose derrière parce qu'en fait, ça m'étonnerait. C'est un peu comme si on disait, enfin désolé pour mais en sport, je veux dire, quoique il y a peut-être des catégories où les femmes ont des records que les hommes n'ont pas, mais je suppose que pour tout ce qui est 100 mètres, je sais pas, natation, etc. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça, a priori, qu'il y a des catégories masculines et des catégories féminines. C'est parce que justement, sinon les femmes, je vais pas dire n'y arriveraient jamais, parce qu'elles font de belles performances, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles seraient jamais sur le podium, elles seraient toujours derrière les hommes. Donc c'est tout simplement que les performances ne sont pas les mêmes. Et je me suis dit, là, vu la grosse différence, parce que c'est pas comme si elle était meilleure buteuse avec 53 buts, vous voyez ce que je veux dire, là elle en a vraiment 34 en plus. Donc je me suis dit, il doit y avoir quelque chose derrière. Donc j'ai demandé à mon petit frère qui s'y connaît en foot et qui m'a expliqué, il m'a dit oui, en fait c'est normal parce que les femmes, très souvent dans les matchs de football féminin, il y a beaucoup plus de buts qui sont marqués et beaucoup plus de matchs où on assiste souvent à des gros écarts d'ailleurs, par exemple 6-1, 6-0, etc. entre deux équipes. Voilà, ouais, c'est le mot que je cherchais, pardon. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup plus de disparité entre les équipes féminines, enfin entre des différents pays, disparité de niveau, d'après ce que j'ai compris, ce qui ferait qu'en fait on se retrouve effectivement assez souvent avec des écarts de buts qui sont beaucoup plus importants
Ça va être beaucoup plus rare dans les équipes masculines, je sais pas, Coupe du Monde et compagnie, de voir des matchs où ça se termine à 6-0, 5-2 ou je ne sais quoi. Vous voyez, il n'y a pas autant de buts, ni autant d'ailleurs de disparité. Donc on ne peut pas du tout comparer. Alors peut-être qu'elle l'a un peu publié comme ça de façon ironique, mais c'est vrai qu'on ne peut comparer que ce qui est comparable. Et effectivement, là, c'est parce que on n'a pas le même jugement, enfin pas le même jugement, mais on n'a pas c'est comme si on n'avait pas la même grille d'évaluation pour juger de situations identiques. Donc justement, là, ça n'est pas une situation identique. Et elle prend pourtant la même grille d'évaluation en regardant juste le nombre de buts, mais ce qui est effectivement un leurre. Voilà pour ce dont je voulais vous parler. Pour cette chronique d'actualité, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à me donner vos propres analyses. Je vous retrouve donc ce vendredi dans 2 jours pour un nouveau podcast, le dernier de l'année, et ensuite on se retrouve en 2023. À très bientôt.